Bonjour. Allô? Moi, je profite juste de l'occasion, dans le fond, pour dire que je suis super heureuse de partager ce moment-là avec vous puis avec tout le monde dans la salle. Moi, je trouve aussi que ce projet-là, c'est super inspirant puis c'est plein de sens puis c'est très significatif pour la communauté de Charlevoix. J'ai une première question. Est-ce que vous me permettez de vous tutoyer pendant l'entretien? J'allais le dire, OK, donc parfait. accepté. Super. Excellent, merci. Première question, en fait, là, c'est pourquoi avez-vous accepté le rôle de porte-parole pour le lancement de Tout Charlevoix? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Bien, en fait, d'abord, c'est un espace qui est vraiment dynamique. C'est autant du côté de Haut Bureau qu'ici à la Procure. Les personnes qui tiennent ce projet, qui le portent, sont aussi dynamiques. Et comme travailleur autonome dans le passé et puis entrepreneur, alors pour moi, ça allait de soi que d'encourager ce genre d'initiative-là où les gens se rassemblent, où les gens partagent également et où souvent il se crée des projets qui vont dépasser notre imaginaire ou encore ce qu'on aurait justement souhaité. Alors, c'est simplement d'être avec le milieu, justement, comme Gabrielle le mentionnait tout à l'heure, j'ai accepté d'emblée, je ne savais pas encore la forme que ça prendrait, mais je suis du genre à aimer justement ce genre d'initiative et à les encourager autant financièrement dans mon rôle de députée que activement dans ma façon d'être comme femme. Puis on sait que tu as une grande expérience là, en tant que justement entrepreneur, aussi dans la politique, mais est-ce que c'est peut-être la femme politique ou la femme entrepreneur qui s'est proposée en premier ou qui a été touchée par le projet en premier? Bien, en fait, la femme politique que vous voyez, c'est la femme tout court, donc dans laquelle il y a la femme entrepreneur également. Alors, je dirais que c'est Caroline Simard, avec sa personnalité, avec sa volonté également, et puis sa passion, qui a accepté l'invitation. Et toutes mes actions sont motivées justement par la passion qui m'anime, par l'amour justement, comme on le disait, de ma région, mais des initiatives que je prends également. Quand je crois à une cause, quand je crois à un projet, alors je le soutiens. Et puis, j'étais bien heureuse, moi aussi, de savoir qu'on allait partager ce moment-là ensemble parce que j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Et que l'on nous compare, bien, c'était un privilège pour moi. Bien, merci, mon Dieu. Mais c'est ça, en fait, je reviens sur merci beaucoup. Je reviens sur tes expériences en marketing. Tu as été beaucoup en agence, tu as été aussi à ton compte. Puis dans la transition, justement, d'entrepreneur à la vie politique, est-ce que tu pourrais nous partager, en fait, ce que tu as emporté de ta vie d'entrepreneur à ta vie politique? Quels outils ou quel bagage ou qu'est-ce qui t'a servi, en fait? Bien, j'ai tout amené de mon bagage en recherche marketing parce que avant, je sondais les gens, je rédigeais des rapports, je faisais des recommandations à mes clients qui prenaient le dossier par la suite, puis qui partaient avec, qui soit décidaient de le laisser de côté ou encore de l'utiliser pour régler une problématique ou la nature de l'étude que j'avais faite. Maintenant, c'est moi qui sonde, qui prend possession finalement de l'information pour réaliser les projets avec la communauté. Alors, c'est une belle continuité, mais jamais j'avais vu le parallèle entre les deux. Et je le vois au quotidien, que ce soit dans mes actions, justement dans la façon d'être à l'écoute de la population également. En recherche marketing, il faut être à l'écoute. Lorsqu'on fait des entrevues individuelles, lorsqu'on anime des groupes de discussion, il faut aussi savoir poser les bonnes questions, reposer d'autres questions si on n'a pas l'information dont on a besoin. Alors, je pense que ça m'aide. C'est un atout définitif pour être aussi en politique que d'avoir une expérience en communication et en marketing. Et l'expérience d'agence, parce que j'étais pendant plusieurs années chez Cossette, j'étais au niveau de Statistique Canada également, donc au niveau plus gouvernemental. J'ai été à mon compte pendant 7 ans. Et cette expérience-là aussi fait en sorte que un député, les gens ne le savent pas, mais c'est un travailleur autonome. Hein? Okay. Parce qu'on a notre équipe, on a notre budget de fonctionnement, on a une masse salariale. Donc, moi, personnellement, présentement, je gère en plus des dossiers régionaux une micro-entreprise composée de 5 personnes. Donc, 5 personnes qui sont dans 2 bureaux différents. J'ai 4 bureaux en tout avec celui du Parlement et celui au ministère du Tourisme. Alors, ça fait partie aussi de l'expérience entrepreneuriale. Et si je n'avais pas eu ça avant, bien, j'aurais eu plus de difficultés certainement à être en mesure d'appliquer au quotidien finalement ma fonction de députée. Moi, je ne savais pas ça du tout, mais c'est intéressant de savoir que justement, c'est une micro-entreprise puis que finalement,
il y a beaucoup, parce qu'un jour, si jamais tu retournes dans l'entrepreneuriat, finalement, tu n'auras jamais vraiment arrêté. Tu vas amener tout ce bagage-là aussi dans ta future vie. C'est super intéressant. Un jour, je retournerai Un en jour, entrepreneuriat un jour, parce que j'ai c'est un ça, amour exact. Pas pour tout de important. suite, mais un jour, ouais, peut-être. Oui. Parfait. L'engagement au sein de ta communauté, ça a toujours été assez présent, puis très, très important, puis rapidement, en fait. Il y a plein de choses. Moi, j'ai vu ton curriculum vitae avec tout ce que tu as fait, puis l'engagement, vraiment, c'est quelque chose de super important. D'où ça vient, ce besoin-là, presque, de t'engager dans ta communauté? Bien, ça vient effectivement de tôt. Je me souviens, mes parents d'abord m'ont donné cette envie-là de faire du bénévolat, d'aider mon prochain, justement, aussi d'être à l'écoute, parce que c'est ça, faire du bénévolat, c'est d'être à l'écoute des gens avec qui on interagit. Et ma première expérience de bénévolat, je pense que j'avais environ 12 ans. C'était vraiment là, quelque chose que je prenais à cœur, qui était importante pour moi. À l'âge de 21 ans, je faisais de l'accompagnement pour des personnes aînées. Je les amenais, je les reconduisais à leurs rendez-vous médicaux, je m'assoyais avec eux autres, puis je les écoutais. J'ai toujours fait un peu du bénévolat qui m'apportait une richesse comme individu également. Et je pense que c'est ça le bénévolat, c'est d'aller chercher tellement c'est un privilège d'abord que d'accompagner les gens, peu importe le type de bénévolat qu'on fait. Et c'est d'être en interaction avec des personnes que l'on ne connaît pas, mais qui souvent vont nous donner, à la fin de la journée, le goût de recommencer le lendemain et de vivre une autre expérience du genre. La prochaine question, c'est ma question préférée, en fait, parce qu'on est, on est en région, on est dans Charlevoix, puis en fait, on aimerait savoir comment est-ce que tu considères que devenir d'une région a influencé ton parcours professionnel? Fait en quoi ça a été peut-être facilitant, puis en quoi ça t'a amené peut-être des défis? Est-ce qu'on parle de ma fonction actuelle ou on retourne dans le passé? En fait, tout ton parcours professionnel. Bien, d'abord, lorsque j'étais au secondaire, j'avais hâte de sortir de la région. OK. Parce que je voulais justement, j'étais assoiffée de nouveautés, je voulais vivre d'autres expériences, etc. Je fais mes études, collégiale à Québec, universitaire à Sherbrooke. Je suis fait un très bref détour vers Montréal pour revenir vers le Saint-Laurent, revenir vers les montagnes de notre région natale. Et pour moi, ça a toujours été, je pense, une grande fierté. Parce que les gens de région, d'abord, sont authentiques, sont chaleureux. Il y a des gens qui viennent de Montréal et qui n'ont jamais mis les pieds à l'extérieur de Montréal. Il y a des gens qui viennent de Charlevoix et qui ont fait la même chose et qui choisissent de vivre avec le mode de vie, la qualité de vie qu'on offre ici. Alors, pour moi, ça a toujours été définitivement une fierté, mais également... ça a influencé totalement mon parcours parce que aujourd'hui, je ne serais pas députée si ce n'était pas de Charlevoix, de la Côte-de-Beaupré et de l'île, mais particulièrement de Charlevoix parce que j'en suis native. Je ne serais incapable, comme députée, de représenter une autre région du Québec que la mienne, que celle que je chéris, que celle à laquelle j'appartiens, où j'habite, où je consomme, parce que je suis une ambassadrice de l'achat local. Donc, j'aime aussi faire ça, justement, de porter des vêtements qui sont faits par des artisans de chez nous, des artistes. Chez moi, c'est M. Charret pour en témoigner. Il y a énormément de trucs de Charlevoix. Donc, de sortir Charlevoix, d'en faire la promotion avec moi, ça a toujours fait partie de ma personnalité. Et ça aussi, ça a influencé mon parcours, parce que j'ai toujours été identifiée à la région. C'était le cas chez Cossette également. Lorsque je travaillais là, on me parlait de la région, les parcs des Grands Jardins, le parc des Hautes-Gorges, etc. Alors, j'ai toujours dit quelque part qu'en moi vivait une agente d'information touristique. Oui, OK. Ouais. Donc, ça a été très, très positif, là, finalement. Il n'y a pas des choses qui t'ont amené un peu plus de défis ou... Pas nécessairement, mis à part peut-être la proximité des services parfois, bien évidemment. C'est sûr que quand on est dans une ville comme Montréal ou autre, on a une diversité culturelle que l'on ressent moins dans Charlevoix. Mais c'est pas négatif du tout parce qu'on peut avoir les deux. Et j'aime toujours, une des villes que j'apprécie énormément est New York. Mais j'aime aller à New York, autant j'aime y arriver, autant j'aime en sortir pour revenir ici.
Alors, le sentiment d'appartenance, il est ici. Et puis, pour moi, il n'y a pas de négatif. Au contraire, on a une qualité de vie exceptionnelle et puis on est définitivement choyé en ce qui concerne les attraits touristiques, mais justement la personnalité, la chaleur et la couleur des gens qui vivent chez nous. Super. Est-ce qu'en fait, on peut dire, parce que je pense qu'il y a eu probablement un élément déclencheur là, pour toi pour faire le saut en politique. Puis là, tu parles de l'amour de ta région. Donc, c'est quoi l'élément déclencheur? Est-ce que c'est que la région? C'est l'amour de la région? Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a fait faire ce saut-là quand même très, très important de l'entrepreneuriat à la politique? Bien, le principal, c'est ça. C'est vraiment ma motivation par rapport à la région. Vouloir un Charlevoix meilleur, Côte-de-Beaupré que je connais depuis toujours parce que tout le monde de Charlevoix doit emprunter la Côte-de-Beaupré pour se rendre à Québec, l'île d'Orléans, où j'avais déjà mes habitudes de consommation. J'ai toujours aimé aller acheter chez le producteur, justement, être en contact avec les gens. Ça ne fait pas partie de moi depuis 2014, ça fait partie de moi depuis toujours. Alors, ma première motivation, c'était définitivement l'amour du territoire et des gens qui sont là. Aussi, le fait de croire au potentiel, justement, et à l'expertise que l'on a ici et d'être en mesure de collaborer ensemble pour justement faire en sorte que le Charlevoix dont je me rappelais lorsque j'étais plus jeune me semblait plus dynamique, plus actif que celui que je voyais en 2014 lorsqu'on m'a proposé d'être candidate. Et l'une des raisons principales, c'était que je jugeais définitivement que la circonscription méritait d'avoir un député présent. Et c'est comme ça que je voulais me positionner. Je l'ai dit la première fois lorsque j'ai fait une entrevue que j'allais faire une campagne terrain à l'image de ma personnalité. Ma campagne, elle n'a pas arrêté depuis 2014 parce que je suis restée aussi présente, sinon plus, depuis ce temps-là. Mais on voit la différence lorsqu'un député est présent sur le terrain, autant pour la proximité que ça donne des gens, autant pour la réalisation des projets. Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent, puis pourquoi? Bien, j'ai des gens qui m'inspirent. Est-ce que ces gens-là... en fait, les gens qui m'inspirent sont des personnes qui sont très simples. Des personnes... tout à l'heure, je te disais que j'avais de l'admiration pour toi. Je peux trouver que tu es inspirante à un certain niveau, justement, peut-être par la luminosité que tu as dans ton regard, mais également par... la dynamique que tu as, la détermination que tu démontres également, puis la ténacité qu'un athlète doit démontrer. C'est la même chose lorsque j'étais en recherche marketing. Une personne qui m'inspirait beaucoup, c'était Claire Lamarche et M. Arcan pour leur façon d'animer des entrevues individuelles, le contact qu'ils réussissaient à créer, la confidence qu'ils allaient chercher des gens qu'ils interviewaient. Alors ça, c'était d'autres personnes. Il y a Daniel Henkel avec qui j'ai parlé à plusieurs reprises. On a passé proche de travailler ensemble, de collaborer à un moment. Daniel et moi, on a eu une conversation un jour. Elle me parlait de mon regard. Ça m'a inspiré ce qu'elle a dit à ce moment-là. Alors, j'ai pas de mentor particulier parce que pour moi, qu'une personne soit directeur d'une grande entreprise export-import ou que la personne soit plus vulnérable, bien, je la vois de la même façon. J'ai une seule façon de voir les gens et c'est sur un même niveau. Alors, j'ai pas de mentor où je dirais que cette personne-là, elle vient me chercher davantage que les autres. Il y en a plusieurs et j'aime ça comme ça. OK, oui, je comprends tout à fait. Puis est-ce que le mentorat prend quand même une place dans ta vie dans le sens, il y a le coaché et la coach, mais est-ce que toi, de temps en temps, tu deviens mentor pour certaines personnes? Est-ce que ça prend une certaine place dans ta vie de cette façon-là? Ou... Je l'étais lorsque j'étais entrepreneur. J'étais associée à l'Université Laval, donc des étudiants au baccalauréat. Je les rencontrais, parfois, je leur faisais des recommandations sur mon parcours. Ils me posaient des questions. J'aimais bien être en mode écoute et que l'on me pose les questions que l'on souhaitait. Je ne suis pas nécessairement de filtre. Il n'y a pas de question à laquelle je suis mal à l'aise de répondre. Alors, j'y suis toujours allée de cette façon-là avec des plus jeunes, donc des gens qui voulaient aussi partir comme travailleurs autonomes ou partir leur entreprise, donc au sortir de l'université ou un peu plus tard. Et ils venaient me voir, vouloir savoir comment ça se passait, etc. Et d'ailleurs, je suis toujours bien heureuse quand les gens le font parce que
Avoir l'expérience entrepreneuriale, c'est un grand privilège de la vie. Ça peut être des fois déstabilisant, très souvent même déstabilisant, mais c'est motivant. Puis, je dis toujours, pour résumer mon travail, que mon travail est aussi, ma fonction de députée est aussi enrichissante qu'elle est exigeante. Mais l'entrepreneuriat, c'est un peu ça aussi, puis c'en est un parallèle que je fais entre les deux. Puis est-ce que tu penses que, parce que je pense qu'il y a des gens qui veulent devenir entrepreneurs ou qui sont déjà entrepreneurs dans la salle, ou est-ce que d'après toi, il y a une façon d'approcher quelqu'un qui nous inspire pour devenir, pour que cette personne-là éventuellement devienne notre mentor? Comment, dans le fond, toi, tu le vois très, très... dans le fond, tout est accessible finalement, puis, mais est-ce qu'il y a une bonne façon de le faire, pour que quelqu'un devienne un mentor pour quelqu'un? Est-ce qu'il y a une approche? Moi, je pense que c'est l'approche la plus naturelle possible qui est toujours la meilleure. Alors, s'il y a une personne dans le milieu de Charlevoix ou encore qui soulève cette envie-là, il faut simplement aller vers elle puis lui en glisser mot. D'abord, c'est toujours touchant pour la personne de savoir qu'on peut inspirer quelqu'un ou encore qu'on souhaite en savoir plus sur nous puis aider à construire un parcours ou encore à pousser plus loin. Mais de façon générale, c'est définitivement en assurant une proximité puis une accessibilité avec la personne. On a parlé un petit peu de bénévolat tantôt. En 2018, quelle place est-ce que tu penses que le bénévolat doit avoir dans une communauté? Une plus grande place que ce qu'il a actuellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relève en ce qui concerne le bénévolat ou presque. Je pense que on ne transmet plus de génération en génération le même intérêt pour le bénévolat. Sans bénévoles, il n'y aurait pas de festival, il n'y aurait pas d'événements, il n'y aurait pas d'organisme non plus. Si on prenait tous les bénévoles qui sont dans nos organisations actuellement et qu'on les mettait ensemble, ça nous ferait toute une quantité de personnes qui donnent de leur temps, de leur cœur à chaque jour. Alors, c'est extrêmement important, ça le sera toujours, mais il faut trouver des façons de convaincre les gens maintenant de s'y adonner comme c'était le cas avant. La génération des 50 ans et plus a davantage d'intérêt pour le bénévolat que celles qui suivent, et c'est normal, on en parle moins également. On se questionne sur la façon dont on pourrait promouvoir le bénévolat. Certaines personnes recommandent de rémunérer les bénévoles, ce qui ne devient plus du bénévolat. Alors, il faut voir quelle est la meilleure façon, mais certainement que par des témoignages, entre autres, de gens qui font du bénévolat depuis plusieurs années, eh bien, je pense qu'on peut aller chercher l'intérêt et puis démontrer que ce n'est pas seulement un engagement de temps, mais qu'en retour, on récolte énormément au niveau émotionnel et puis au niveau personnel. Oui, puis que c'est vraiment, en fait, au cœur du développement d'une région, en fait. Là, pour le développement de projets, c'est indispensable. Puis, tu sais, là, on est dans un super espace de coworking. Quand on est ici, là, on ne vient pas juste chercher un espace ou des services. En fait, là, tu viens chercher des relations, finalement. Fait que comment... Je suis tout à fait d'accord. Tu es tout à fait d'accord. Sur une échelle de 1 à 10, je te dis 10 aussi. OK, parfait, excellent. Sincèrement, non, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est nécessaire. Puis, comme je le mentionnais tout à l'heure, il n'y a pas de festival ou d'événement qui aurait lieu sans avoir des bénévoles. Et c'est la même chose dans tous les types d'organisations que l'on a. Et puis, il faut voir justement que ce sont des ressources qui sont importantes et il faut bien les traiter surtout et reconnaître leur disponibilité et leur don de soi parce que c'est ça également. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait... On voudrait savoir qu'est-ce que c'est ton trip dans la région? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, je sais qu'on a un horaire hyper chargé, mais qu'est-ce que tu fais quand tu as quelques minutes? Je prends ma caméra puis je vais faire de la photographie. OK. Ouais. Puis ça m'arrive souvent d'ailleurs, elle est dans ma voiture. Quand j'ai le temps, quand je sais que je peux arrêter quelque part, je la prends dans ma voiture, sinon je la laisse à la maison. Parce que je sais que je regarde les paysages, je regarde plusieurs choses avec un œil créatif et puis je fais de la photographie depuis le secondaire 1. Alors, c'est définitivement ça. Fait que c'est les paysages puis de les prendre en photo, là. Finalement, c'est surtout cet aspect-là qui t'allume dans la région. Bien, en fait, tout m'allume dans la région. Ouais. J'aime bien prendre les gens dans leur contexte naturel également, donc faire du portrait. J'ai déjà fait quelques contrats également de photos dans le passé. Être en nature,
le fait de prendre la photo, c'est aussi le fait d'être en nature. Jouer au frisbee avec mon chien me fait énormément plaisir parce que ce sont des petits moments de la vie qui viennent me chercher. C'est dans ces moments-là que je m'épanouis le plus. OK. Puis dans le fond, comme on disait, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Est-ce que tu as une phrase clé ou un conseil? Puis j'aimerais ça t'amener un peu dans la... Parce que je pense que la confiance en toi, c'est quelque chose que tu as, en fait, puis qui est primordial chez un entrepreneur. Mais je ne sais pas, tu sais, si tu veux nous parler de ça, parce que j'ai lu un peu, tu sais, la confiance en toi, c'est quelque chose que tu as vraiment, puis qui est un trait de caractère assez fort. Puis c'est important aussi pour un entrepreneur, mais est-ce que tu as... Je sais pas, est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Parce que c'est difficile, honnêtement, tu sais, d'avoir toujours confiance en soi. Fait que comment je sais pas, un conseil par rapport à ça ou... Bien, en fait, j'ai confiance en moi, mais j'ai confiance aux autres également avec lesquels je collabore, avec lesquels je travaille. Et c'est là que le partage devient très important. On a chacun nos forces, on a chacun nos faiblesses également. Je sais reconnaître mes faiblesses et je sais mettre de l'avant mes forces également. Tu m'as demandé s'il y avait une phrase ou une philosophie quelconque. Dans un cours de publicité à l'Université de Sherbrooke, j'ai sorti un jour en attendant justement les gens présenter leur publicité que la vie est un champ de bataille. OK. Puis j'avais joué avec mon crayon à ce moment-là que pour faire une musique. Là. Mais je trouve encore qu'aujourd'hui, c'est vrai que la vie est un champ de bataille en soi. Il faut savoir prendre sa place, il faut savoir l'occuper une fois qu'on l'a prise. Et il y a aussi le fait de dire que je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et ça aide énormément. Je t'ai entendu dire ça avant, puis je trouve que ça fait bien du sens de dire qu'il n'y a pas d'erreur, là, finalement. Bien, c'est que dans toute chose qu'on fait, il y a du positif. Et j'aime mieux voir le positif, même si parfois il est tout petit dans un événement, que de voir le négatif et de rester sur cette note-là. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime une énergie négative. Je ne suis pas non plus une personne qui va faire en sorte que, par exemple, si il y arrive une situation ambiguë ou quoi que ce soit, je vais critiquer. Non, au contraire, je vais justement prendre le positif et souvent le présenter aux gens qui le voient moins. Fait que le positivisme, ça serait justement une clé pour réussir pour l'entrepreneuriat. Oui, parce qu'il faut croire en soi, mais c'est pas toujours facile l'entrepreneuriat. Hein. Il y a bien des moments où on se questionne, il y a bien des moments où on se dit est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on aurait dû le faire de telle façon, est-ce que j'aurais dû dire autre chose au moment où je suis arrivée pour un contrat. Je donne un exemple très succinct. Il y a une personne, en fait, mon patron, lorsque je travaillais à Sherbrooke, est arrivé pour un très gros contrat à un moment donné dans une entreprise. Il a demandé à la femme qui nous accueillait, elle était enceinte de combien de mois, elle ne l'était pas. Alors, ce genre de situation crée un embarras où là, on a raison de se dire j'aurais pas dû dire ça. Ouais. Mais il y a bien d'autres situations où parfois on se juge trop sévèrement, on se critique, puis pour la personne, ça n'a pas atteint ou eu le même impact. Et ça, il faut voir aussi. Je pense que c'est la confiance en soi. Et c'est surtout de foncer, parce que mieux vaut regretter que de ne pas l'avoir fait. Ça, c'est sûr et certain. Pour moi, en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Caroline Simard, présentement à la Procure, en fait, pour parler d'un espace de coworking. Excusez-moi le terme anglophone, mais on peut dire ça, coworking ou co-travail. On va le dire dans les deux langues pour se sécuriser. Évidemment, vous avez parlé de fibre entrepreneuriale et il faut dire que cette fibre-là n'est pas donnée à tout le monde, donc ça demande de la persévérance. Ça demande de la persévérance, ça demande de la confiance en soi, ça demande également de la détermination et ça oblige à croire en son milieu et à en croire en son potentiel. Vous avez dit également, qu'en termes des femmes en tant que députée, c'est important. Selon vous, en 2018, est-ce que de percer pour une femme dans l'entrepreneuriat, ça demande une performance de plus que les hommes? Non, je pense en fait que la femme, peu importe le milieu dans lequel elle se trouve, elle doit faire sa place, elle doit prendre sa place et la maintenir. Alors en entrepreneuriat, souvent, être une femme peut nous apporter finalement un atout, constituer un atout additionnel. Et puis, la seule chose qu'il faut, en fait, c'est que la femme se fasse confiance parce qu'elle a tendance, en entrepreneuriat comme en politique, parfois, à avoir des réticences et à être plus en retrait, alors que finalement, il n'y a pas de raison de faire ça de toute façon. Ici, avec l'espace coworking, travailleurs autonomes, entrepreneuriat,
dans le fond, tout ce qu'on peut retrouver. Est-ce qu'on parle d'une façon de faire beaucoup en peu de temps? D'être ici à la procure ou encore au bureau, en fait, ça permet les échanges, ça permet également d'avoir accès à des systèmes, à un matériel qu'habituellement on n'aurait pas nécessairement lorsqu'on est à la maison ou lorsqu'on ne partage pas des locaux. Ça permet également un dynamisme. Donc, souvent, les idées émergent d'un lieu, d'un espace collaboratif et puis des partenariats se créent également et ça, c'est important, c'est intéressant de le faire. Vous avez parlé également, bon, que vous avez une passion pour la photo, ce qui est très, très bien, d'être créative également. Est-ce que ça, la photo et l'aspect créatif, ça demande un petit peu la fibre entrepreneuriale? Bien, en fait, ça dépend qu'est-ce qu'on en fait. Hein. Si prendre la photo, ça peut être simplement un loisir, comme ça peut devenir justement un travail. C'est la même chose pour n'importe quel type d'art également. Il faut savoir juste finalement allier nos forces et puis nos passions également, les loisirs, amener les loisirs dans l'entrepreneuriat aussi, ça permet de mieux rayonner. Et on peut dire que l'espace ici à la Procure, ça va donner en fait un coup de pouce à tous les gens qui veulent se développer des entreprises. Donc, finalement, le coworking au travail, on le dit, travail, performance, on est là. Effectivement, et les gens qui portent le dossier sont là, sont présentes, elles ont de belles idées. L'initiative d'aujourd'hui, d'ailleurs, mérite d'être soulignée. Et moi, je serai là dans le futur également pour les appuyer et puis parler de ce lieu également qui est ici très beau, éclairé et puis qui permet de voir des sourires quand on arrive ici. Ce sera un beau soutien pour tout le monde, en effet. Madame Simard, merci beaucoup. Merci à vous. Catherine Dufour, on vient de terminer en fait un entretien avec la députée Caroline Simard. Comment est-ce qu'on s'est senti dans le fauteuil d'animatrice? C'était super intéressant. Honnêtement, on a eu un très bel échange. C'était une première pour moi, justement, ce siège-là d'animatrice. En tout cas, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais on a eu, c'est ça, c'était très intime. Je pense que Mme Simard, elle a livré beaucoup de belles informations intéressantes sur sa vie personnelle, sur sa vie professionnelle aussi. Donc, c'était très intéressant, très riche. Beau moment passé ici ce matin. En tant qu'animatrice, est-ce qu'on a une crainte de ne pas poser la bonne question ou que la question sorte un petit peu bric-à-brac? Est-ce qu'on a cette crainte-là lorsqu'on vient pour la poser, justement? Bien, c'est sûr que j'avais un petit stress là, ce matin à cause de tout ça, en fait. Là, puis aussi, c'était la première fois. Mais, tu sais, vraiment, là, les questions puis tout le travail au niveau de l'entrevue, là, ça a vraiment été fait ici par la Maison Mère, donc en collaboration avec Gabrielle Leblanc et Lucie Tremblay. Donc, il y avait toute une belle équipe autour de ça. Moi, j'étais super bien entourée, super bien coachée. Donc, j'étais super confiante par rapport au travail qui avait été fait, ça, c'est certain. Mais c'est sûr que pour livrer, là, il y a un petit stress. Mais c'était de l'adrénaline, dans le fond. C'est super positif. On dit quand on fait, en fait, ce métier-là, d'avoir un public en face de nous nourrit parfois. Est-ce que toi, ça a été ton cas ou bien non, ça a été un petit peu plus stressant? Non, c'est sûr que ça nourrit puis que, en fait, l'énergie était bien... était super positive. C'est sûr que c'est super intéressant d'avoir un public dans la salle qui peut aussi rendre le tout un petit peu plus dynamique là, puis avec plus d'échanges. Évidemment, côté contenu de l'entrevue, on a parlé de travail, d'entrepreneuriat, de fibre entrepreneuriale. Donc, je pense qu'ici, à la Procure, tout ça, c'est tous ces éléments-là ensemble, ce qui fait qu'on a un espace pour travailler en bonne et due forme. Oui, effectivement, là, nous, on voulait explorer plusieurs sujets, mais puis je pense que c'est mission accomplie. Là, on a parlé d'engagement, on a parlé de bénévolat, on a parlé de réseautage, on a parlé de parcours professionnel, on a parlé de c'est quoi les qualités pour un entrepreneur. En fait, comment devenir éventuellement un mentor ou comment devenir une coachée. Donc, c'est des sujets, je pense, qui pouvaient intéresser les gens présents aujourd'hui. Là. C'est des sujets au cœur des questions qu'on peut se poser ici, là, ça c'est certain. Catherine Dufour, merci beaucoup et bon succès pour la suite. Merci beaucoup à toi. À bientôt.